Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Palais Farnèse. On me dit que la plupart d'entre vous comprenez et parlez très bien le français, alors je vais continuer dans cette langue, mais sinon je crois que félicitations, il y a une interprétation. Donc je suis très heureux de vous accueillir cet après-midi pour cette table ronde dédiée à la parité dans les professions qui est organisée par l'Institut français Italia, dont je salue toute l'équipe, en partenariat avec Edison. Cet événement s'inscrit dans notre cycle Voce alle Donne, et que nous avons organisé dans toute l'Italie depuis le mois de septembre jusqu'à la fin de cette année. Et ce cycle nous permet de discuter avec des experts et des personnalités engagées italiennes et françaises des questions cruciales liées à l'égalité des sexes, aux droits des femmes ou encore à la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors aujourd'hui, nous allons plus particulièrement mettre à l'honneur l'égalité professionnelle, un sujet d'une importance capitale pour l'évolution de nos économies et de nos sociétés. Les mesures ambitieuses qui sont prises par nos gouvernements pour accroître la place des femmes, par exemple en France, en imposant des quotas dans les conseils d'administration des grandes entreprises, ces mesures ont un effet indéniable. Nous sommes désormais dans ce domaine proche de la parité en France. Mais ce combat pour la parité n'est pas gagné et le pourcentage des femmes reste encore très déséquilibré dans certains secteurs, notamment dans les domaines scientifiques et technologiques, où seuls 23% des étudiants ingénieurs sont des femmes. L'égalité femmes-hommes reste donc un défi et les opportunités pour la génération qui est la vôtre sont immenses. Ces domaines, pour l'instant plus masculinisés, offrent des possibilités de carrière enthousiasmantes, comme nous le montreront Isabelle Andrieux, cofondatrice de la société Translated. Oui, je crois que vous pouvez monter. Allez-y. Barbara Terenghi, Executive Vice President of Sustainability of Edison. Et Isabelle Duvaux-Béchon, Senior Advisor, équipe intégrée accélérateur à l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Alors je tiens à les remercier toutes les trois d'avoir accepté de partager avec nous, avec vous, leur expertise et leur expérience. Leurs parcours inspirants sont autant de témoignages de la vitalité et du talent des femmes dans le monde professionnel. Je voudrais également saluer notre modératrice, Marielle Di Donna, dont la compétence et l'expérience enrichiront incontestablement nos échanges aujourd'hui. Alors, encore un mot pour vous dire que si vous ne l'avez pas encore fait, mais en fait j'ai vu que la plupart d'entre vous l'avez déjà fait, je vous invite, après la conférence, à explorer le salon de l'étudiant qui se tient ici jusqu'à 18h, donc dans le couloir juste derrière cette salle, avec la participation de 10 des meilleures écoles d'ingénieurs françaises. C'est une opportunité unique pour vous de découvrir les possibilités qui s'offrent à vous dans le domaine de l'ingénierie. J'espère que cette conférence sera source d'inspiration, que les rencontres de cet après-midi vous donneront l'ambition, aux filles comme aux garçons, d'oser suivre ces voies qui allient passion, curiosité et esprit d'innovation. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous un après-midi riche d'échanges fructueux. Merci. Eh bien, bonsoir et à toutes et à tous. C'est très beau de voir tant de jeunes. Nous espérons être utiles à travers le récit de nos expériences. Permettez-moi de commencer par
Une petite anecdote. J'ai travaillé avec Rita Levi-Montalcini, dont vous avez entendu parler certainement, une grande scientifique, prix Nobel pour la médecine. Eh bien, souvent, elle me disait que lorsqu'elle participait à des conférences, on lui posait la question: «Oui, madame, mais votre mari, le professeur Levi-Montalcini, il est où?» Parce qu'évidemment, il ne pouvait pas imaginer qu'une scientifique femme était connue, était importante par elle-même. Est-ce que la situation a changé? Nous allons essayer de poser cette question pour savoir si la situation a changé, mais pas vraiment. Nous savons que l'agenda de l'ONU pour la durabilité nous dit qu'en 2030, eh bien, on pourra combler l'écart entre les sexes, entre les genres. Mais l'index du Forum économique global concernant les genres nous dit qu'il faudra 131 ans pour arriver à la parité véritable. Une parité qui doit être déclinée sur plusieurs versants différents. Par exemple, le secteur économique. La femme, la professeure de Harvard, qui a reçu le prix Nobel pour l'économie en 2023, Claudia Gorbin, a constaté que l'écart salarial concernant donc les rétributions des femmes à la fin des universités n'est pas très important, mais la fourchette s'élargit rapidement. Pourquoi? Parce que 2-3 ans plus tard, eh bien, les femmes ont des enfants et pour les femmes, statistiquement, en moyenne, il y a un emploi pour elles qui comporte 5 heures de travail par jour par rapport à 2 heures pour les hommes, donc travail à la maison. Ce n'est pas facile en Italie, en Europe, a fortiori dans les pays en développement. En Italie, il y a encore 50% de femmes qui ne travaillent pas. En France, la situation est meilleure, c'est-à-dire le pourcentage en France est bien plus élevé. Donc, les femmes au travail correspondent à 70%. Dans les pays de l'Europe du Nord, on en arrive à 80%. En Grande-Bretagne, Allemagne, 75%. Eh bien, ce soir, nous allons essayer de parler de cela, mais également d'autres sujets. On parlera des professions de l'avenir, on parlera de ces professions féminines. Mais avant, nous allons donner la parole à 3 personnes différentes, 3 femmes qui travaillent dans 3 domaines différents, qui ont su construire leur carrière. Des femmes qui travaillent avec beaucoup d'hommes. Donc, essayons de comprendre comment ils ont pu affronter les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils ont pu transformer ces difficultés en opportunités. Si elles sont là aujourd'hui, ils ont réussi. Je vous propose de partir par Barbara Terenghi, qui travaille chez Edison. Nous avons une petite vidéo qui nous explique, qui nous parle d'Edison, de cette société. Et puis, nous allons donner la parole à Barbara, qui nous parlera de son expérience. Si on donnait de l'énergie à la beauté, si l'avenir n'était pas une question de temps, mais de choix, si demain était meilleur. La bande sonore de cette vidéo n'arrive pas dans les écouteurs des interprètes. Nel 1883 abbiamo inaugurato una nuova era e oggi continuiamo grazie alla nostra energia a disegnare la società di domani con la forza delle idee, il coraggio delle scelte e la responsabilità di chi è pioniere da 140 anni. Edison, diventiamo l'energia che cambia tutto. Le micro, madame, merci. Non, le micro de madame n'est pas branché. Le micro, s'il vous plaît.
Il faut brancher les micros des intervenantes. S'il vous plaît, les micros. Vos micros ne sont pas branchés. Non. Eccoci. C'est bon, c'est bon. Oui, vous avez dit dans la vidéo, il n'y a pas de femmes. Oui, c'est vrai. Dans cette entreprise qui vient de fêter ses 140 ans, elle a donc une longue histoire d'accompagnement, de développement de l'Italie pour une relance vers l'avenir. Notre objectif, c'est de continuer à travailler, certes, mais en essayant d'accomplir la mission de la transition énergétique, donc d'amener l'énergie vers un avenir durable, en sécurité et climatiquement efficace, performant, équitable et inclusif. Moi, j'ai commencé à travailler chez Dyson il y a plus de 25 ans. Donc, à l'époque, j'étais assez jeune, n'est-ce pas? Pas aussi jeune que vous, mais certainement plus jeune que maintenant. J'avais fait mes études à l'université et à ce moment-là, dans l'entreprise, il n'y avait que des hommes. Aujourd'hui, la situation, évidemment, est très différente. Aujourd'hui, chez Edison, il y a 25% de femmes et notamment dans la haute direction, pour les cadres et les dirigeants, il y a 30% de femmes. Je vous assure que ces pourcentages sont plus intéressants que les secteurs de l'énergie en général. Le secteur de l'énergie en Italie enregistre une présence de 15%, 20% seulement de femmes. Pour nous, c'est un point d'amélioration très important parce que la transition économique dont nous avons parlé est étroitement liée non seulement à l'industrie, mais également à l'ensemble du développement national. Et évidemment, les femmes ne sauraient ne pas répondre présent à ce développement et à cette mission. Donc, je m'engage personnellement pour promouvoir la présence de femmes dans la société, compte tenu des différents métiers qui sont offerts, des métiers d'ingénierie, des métiers techniques, certes, où l'offre de femmes sortant de l'université est inférieure en pourcentage à celui des femmes. Donc, c'est un défi important. Nous essayons de relever ce défi, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que de très jeunes étudiantes, par exemple des collèges, puissent considérer la possibilité de s'engager dans des filières scientifiques, parce que ceci, à moyen long terme, signifiera avoir plus de mathématiciennes, plus de physiciennes, plus d'ingénieurs dans les entreprises. Et ça est un objectif très important. Deuxièmement, on en a déjà parlé quand on a parlé de l'écart entre les genres. Il s'agit de promouvoir la présence des femmes afin qu'elles puissent avoir un pouvoir décisionnel dans le cadre des grandes organisations. C'est un autre défi très important. Je vous parlerai de ceci tout à l'heure. Merci, Barbara. Je vais donner la parole à Isabelle Andrieux, qui nous parlera de son expérience. Isabelle a préparé quelques planches, quelques diapositives pour nous expliquer quel chemin, quel parcours elle a suivi pour fonder cette société. Elle nous dira également quelle est sa fonction. J'ai préparé toute une présentation en PowerPoint. Comment je vais commencer? En français ou en italien d'abord? C'est pareil. Bien. Je vais donc vous parler de mon expérience, parce que derrière toute entreprise, il y a toujours un parcours individuel, professionnel ou non professionnel. Je vais vous présenter mon parcours et j'espère pouvoir inspirer quelques-uns d'entre vous ou quelques-unes d'entre vous.
Ça, c'est moi, à l'âge de 13 ans. Je suis une jeune fille très timide, avec des boutons sur le visage, un appareil aux dents. Et mon rêve, c'est d'être une hôtesse de l'air chez Air France. Donc, j'envoie ma photo, mon CV, et je suis renvoyée. Je ne reçois pas de réponse. Déjà, à l'époque, je voulais faire des connexions. Je voulais connecter le monde. J'ai eu la chance de voyager déjà très jeune. À 11 ans, j'ai passé 3 mois en Angleterre grâce à mes parents. Donc, j'adorais voyager, j'adorais connecter les cultures et étudier, explorer la diversité. Donc, dans ma tête, il y avait déjà cette volonté de faire quelque chose au niveau des langues, sans savoir vraiment ce que je voulais faire. Mais dans ma tête, déjà, quand j'étais petite, j'ai commencé à concevoir ce que mon entreprise aurait fait. J'ai fait une réflexion à mon parcours. Aujourd'hui, 24 ans plus tard, j'ai sorti des règles, des mantras que je voudrais partager avec vous. Après 24 ans, évidemment, on a plus ou moins compris l'évolution que l'on a connue. D'abord, il s'agit de suivre son cœur. Il faut suivre son cœur. Va là où ton cœur t'amène. Tu dois faire confiance à ton instinct. Ce qui t'accompagne vers le succès était toujours là. Donc, il faut faire confiance à notre cœur. J'ai dit que je voulais être hôtesse de l'air. Eh bien, la vie m'a apporté ceci. Je suis tombée amoureuse de mon mari à l'âge de 20 ans. Je l'ai rencontré à l'université pendant Erasmus et donc tous les projets ont sauté. Je suis arrivée à la gare Termini à Rome avec 2 valises. J'avais décidé de suivre mon cœur. Et ce sont 2 mondes, 2 univers qui se rencontrent à ce point-là. J'étais passionnée de langue, je faisais l'université en France. Lui, il était passionné d'ordinateur, il était physicien. On a décidé de faire quelque chose ensemble. Donc, au départ, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait notre force respective, une force intime qui nous projette vers l'extérieur, qui nous dit où il faut se concentrer. Moi, j'étais linguiste, j'aimais les cultures, j'aimais voyager. Lui, depuis l'âge de 12 ans, il aimait trafiquer sur les ordis. On a fait un voyage de 3 mois au Népal. Donc, je suis allée voir mes parents. Je leur ai dit que je voulais partir avec mon copain. Je le connaissais depuis 3 mois. Alors, ma mère m'a dit mais tu es folle, tu vas pas y aller toute seule. Tu amènes avec toi Tony, ton frère. Et pour mon mari, la même chose. Donc, on est parti à 4 avec l'ambition d'escalader l'Himalaya. Quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Donc, on s'est organisé avec nos sacs à dos de 15 kilos. On n'était pas très bon à faire les bagages. Donc, on est parti. Nous avons escaladé plus de 200 km sur l'Himalaya. 50 km par jour. Donc, avec des dénivelés très importants, passer de 1000 mètres d'altitude. Donc, des dénivelés très importants. Et dans notre tête, on pensait déjà à notre futur une fois rentré à Rome. La terza regola è definire i tuoi challenge e La troisième règle consiste à définir ses défis, se concentrer sur un problème que le monde n'est pas peut-être encore en même de définir. Notre défi est que nous avons aujourd'hui une agence de traduction. Notre défi consiste à faire en sorte à ce que les gens puissent être compris dans leur langue.
Il fallait du temps pour faire ça. Nous, au début, on a compris l'importance de l'Internet qui était naissant à l'époque. C'était 1999. On a vu que un changement s'annonçait sur le marché. Nous ne voulions pas résoudre le problème de la langue, mais trouver une solution pour ceux qui se rendaient, par exemple, à l'étranger, qui allaient vivre à l'étranger et qui n'avaient pas de service de traduction immédiat ou rapide. Et nous avons donc voulu créer ce service. Une fois donc rentrés du Népal, nous avons décidé de fonder cette entreprise Translated qui s'occupe de traduction. Et en dépit de notre jeune âge, et de notre manque d'expérience professionnelle, nous avions des idées qui nous indiquaient comment on voulait créer notre entreprise. Moi, j'avais ici en Italie, on n'avait pas beaucoup de confiance dans les jeunes. Alors, une fois qu'on a décidé avec mon mari de devenir entrepreneur, nous avions très clair dans notre esprit ce que nous voulions faire, laisser faire de la place aux jeunes, s'entourer de gens qui pouvaient être des présences stimulantes, dynamiques, avoir un espace accueillant dans lequel passer 8 à 9 heures par jour. Donc, on voulait changer beaucoup par rapport à l'expérience, à ce qu'on avait vu des entreprises. Donc, la quatrième règle pour nous était, lorsqu'on a une idée, de faire les choses de manière différente et trouver sa propre voie, son propre objectif. Donc, on avait l'idée, on voulait créer un service de traduction. On a acheté le domaine Internet à une somme de $100, translator.net, et on voulait se lancer. On était prêt à communiquer au monde qu'on avait ce service super cool, mais le problème, c'est que personne ne le connaissait, donc on ne savait pas très bien comment faire. On était un peu comme des âmes solitaires, des enfants qui devaient apprendre à marcher dans ce vaste monde d'Internet qui changeait rapidement. Alors, nous avons inventé des solutions créatives. Nous sommes devenus des experts, non pas des réseaux sociaux qui n'existaient pas encore à l'époque, mais on créait des pages d'intérêt public et on mettait le banner de notre entreprise. Bien sûr, dans ces pages, on parlait de choses totalement différentes et on est devenu un des sites les plus visités en Italie. On parlait de toutes sortes de choses, des Simpsons, d'astrologie, d'horoscope. Et au milieu, on retrouvait le brand de notre entreprise et on a commencé à voir les premiers clients arriver. Donc, l'autre règle, si on imagine quelque chose, si on crée quelque chose, on veut créer quelque chose de nouveau, il faut utiliser l'imagination pour le donner au monde. Ensuite, on a continué à s'accroître, on s'est agrandi. Au début, on était à Torva Janica et attirer les nouveaux talents à Torva Janica était un peu difficile. Les gens ne voulaient pas venir au bureau à Torva Janica. Donc, durant le week-end, on venait dans le quartier de l'Eur, un quartier très joli de Rome, très verdoyant, donc qui correspondait beaucoup à nos aspirations. Et on se disait toujours, lorsque on sera un peu plus riche, on pourra se déplacer ici, ouvrir un siège ici. Et un beau jour, mon mari avait utilisé un algorithme pour recevoir des annonces de location de bureaux. Et un beau jour, on a reçu une annonce qui publiait
un bureau en location à Via Népal. Alors, rue Népal, quoi de mieux, vu qu'on était parti au Népal. Alors, on a décidé de se lancer. Notre entreprise aujourd'hui a un mix entre la technologie et les humains. Nous faisons des traductions, mais nous le faisons de manière intelligente. Nous avons utilisé la machine en notre faveur. Non pas la technologie contre les personnes, mais la technologie pour devenir super puissant. En 1999, au début, on n'était que 2 personnes. Et grâce à l'IA, on a inventé des systèmes pour devenir plus efficaces. L'opération, la sélection de nos traducteurs, la mémoire. Notre cerveau n'est pas en mesure de se rappeler de 60, 70 personnes, quelle est la meilleure, pour quel client il a travaillé. Donc, on s'est doté de systèmes d'intelligence artificielle qu'à l'époque ne s'appelait pas ainsi. À l'époque, quand on parlait d'intelligence artificielle, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très à la mode, mais à l'époque, les machines étaient quelque chose qui faisait peur encore. Aujourd'hui, nous avons 220 employés, nous avons 300 000 traducteurs dans le monde entier et nous sommes au service de PME, des particuliers et des grands groupes comme Airbnb. Nous avons signé le contrat de traduction avec Airbnb, l'user experience, les commentaires des usagers en 63 langues, c'est traduit par nous en temps réel. Bien sûr, avec Human in the Loop, l'homme toujours, la personne humaine toujours au centre, en maîtrise. Nous avons toutes les technologies propriétaires et je ne vais pas les citer, bien sûr. Lorsqu'on est entrepreneur, comment on peut redonner à la communauté ce qu'on a su accumuler, ce qu'on a pu prendre? Nous avons essayé de restituer à la communauté avec les personnes avec qui nous travaillons, auxquelles nous voulons consacrer des parcours d'épanouissement, de développement. Nous voulons alimenter ces talents. Donc, l'environnement de travail a été étudié ad hoc. Nous avons des équipements sportifs. Nous pensons que nos employés, nos salariés sont un peu comme des sportifs. Ce sont un peu comme nos enfants dont nous voulons prendre soin. Ensuite, avec le P-Campus, nous avons un investissement dans plus de 60 startups. L'objectif au début consistait à contribuer dans la région du Latium au travail des jeunes entrepreneurs, femmes et hommes. Ensuite, nous avons élargi ce programme ailleurs. Nous avons des investissements aux États-Unis et en Europe. Ensuite, il y a P-School, une école qui travaille sur l'intelligence artificielle pour former des ingénieurs, femmes, hommes, pour qu'ils puissent devenir des experts en IA. Et nous aidons en même temps les entreprises qui ont une idée avec l'IA, mais ne savent pas comment se lancer, comment commencer. Et nous mettons en contact ces deux communautés. Et ensuite, nous faisons du mentorat auprès des jeunes femmes entrepreneurs. Et en tout cela, à 40 ans, moi, j'ai eu une petite crise d'identité, car pendant 20 ans, j'ai toujours travaillé tête baissée. La beauté d'avoir une entreprise avec mon mari, le succès était la symbiose de nos deux forces. Lui, il était beaucoup plus prête à être à l'avant et moi, j'étais un peu derrière les coulisses. Je faisais tout marcher. J'étais cofondatrice, mais j'étais un peu cachée. Et cette chose m'a amenée à l'âge de 40 ans à me demander qu'est-ce que je pouvais faire de plus. Ensuite, il y a eu bien sûr la
pandémie qui n'a pas aidé. Mais je suis donc dit que je voulais faire encore un peu plus de ce que je faisais. Donc j'ai commencé à travailler sur moi-même. J'ai dû essayer de trouver au fond de moi-même le courage pour changer, pour lutter contre le syndrome de l'imposteur. Nous, les femmes, nous craignons toujours ne pas être à la hauteur de ce que nous faisons. Donc, je me suis entourée de personnes qui me sollicitaient, m'encourageaient, qui me disaient, oui, mais tu peux y arriver. Alors, j'ai commencé ce parcours de confiance en moi-même. Vous, vous êtes jeune. Par exemple, quand vous êtes un peu, vous perdez le courage, vous perdez un peu les pédales, d'où faut-il repartir? Il faut se baser sur ses propres valeurs. Moi, je suis partie de mes propres valeurs. Comment définir ces valeurs? Eh bien, on peut le faire quand on est confronté à des moments plus difficiles. Qui t'ont amené à trouver une solution géniale. Les personnes te disent, ah, tu as été très empathique, tu t'es bien débrouillé, et tu définis petit à petit ainsi tes propres valeurs personnelles. Vous êtes encore très jeune, mais commencez à réfléchir quelles sont les véritables valeurs pour vous. Moi, ces valeurs, j'ai commencé à les traduire, à les transposer dans mon travail, mais également dans ma vie familiale, avec les personnes et les équipes dont j'étais responsable. Voilà mes valeurs, mes valeurs personnelles, les valeurs de Marco, les deux cofondateurs qui ont travaillé pendant des longues années seuls, hein, et maintenant nous sommes avec un fonds d'investissement. Alors nous avons beaucoup pensé à comment forger notre entreprise sur nos valeurs. Donc la simplicité, la diversité, vous les voyez ici à l'écran. Donc j'ai pour travailler sur ces valeurs et ensuite Ensuite, j'ai commencé à travailler en dehors de l'entreprise. J'ai commencé à me montrer en public plus qu'auparavant. J'ai ouvert plusieurs accounts sur les réseaux sociaux pour parler de ces valeurs, pour être source d'inspiration, pour encourager d'autres femmes à faire la même chose. Moi, j'ai 3 enfants. Ce n'est pas facile toujours d'être une femme, une mère de 3 enfants, être cofondatrice d'une entreprise et défendre toujours ses propres valeurs. Donc, j'ai pensé que parler de moi-même pouvait aider les autres à prendre le courage de se lancer. Voilà. Par exemple, je suis là aujourd'hui pour vous parler. C'est une très belle opportunité dont je vous remercie. J'étais en finale de Gamma Donna, une association qui met en avant le talent des femmes. Il y a des femmes vraiment merveilleuses et exceptionnelles. Et Gamma Donna les présente, les cherche pour les récompenser. J'ai ouvert un bulletin qui s'appelle Women of Today et j'interviewe des femmes vraiment très très compétentes. Et la dernière question que je vous lance est que voulez-vous laisser à ce monde de votre propre que voulez-vous faire de ce monde? Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace de vous-même? Les choses changent très vite dans le monde. En 99, quand on a commencé avec mon mari, on a compris que quelque chose était en train de se produire, que Internet allait bouleverser complètement nos vies. Ensuite, quand on a cherché des technologies pour servir nos traducteurs, les gens avaient peur. La technologie faisait peur.
Aujourd'hui, les choses continuent de la même façon, mais plus rapidement encore. Nous devons inventer jour après jour des nouvelles choses avec un esprit de curiosité, d'ouverture, d'imagination. Et j'espère que mon témoignage puisse vous être utile et je vous invite à y réfléchir. Merci. Merci Isabelle. Très, très participatif. Le mari qui crée un algorithme pour trouver une location, un bureau en location, eh ben, il mérite. Et les horoscopes, vous les inventiez à l'époque lorsque vous écriviez? Non. Oh, ils ont essayé. Ils nous ont essayé de nous demander de raconter l'horoscope sur des radios, mais l'horoscope était faux, bien sûr, était inventé. Moi, j'essayais tout simplement de faire fonctionner les choses, mais je ne suis pas une astrologue, donc j'en savais rien. Passons donc à Isabelle, à l'autre Isabelle. Tu fais partie de l'ESA, une très grande organisation internationale. Combien sont les femmes à l'ESA et dans quel secteur elles se trouvent? De quoi s'occupent-elles? Est-ce qu'on travaille bien à l'ESA? Est-ce qu'on arrive à faire ce que jusqu'ici les hommes ont fait de manière plus généralisée? Je comprends assez bien l'italien, mais pas suffisamment pour le parler. À l'ESA, dans les rôles techniques, il y a à peu près autant de femmes qu'ailleurs, c'est-à-dire 20, 25%, 30%. C'est pas mieux, pas plus mal qu'ailleurs. La traduction vient? Ouais. Beaucoup d'efforts sont faits pour essayer de promouvoir les candidatures de femmes. C'est le même problème qu'ailleurs. Tant qu'il n'y a pas plus de femmes dans les études d'ingénieurs, les études techniques, les études scientifiques, on ne peut pas augmenter de manière exponentielle le nombre de femmes au final dans le travail. Il ne s'agit pas de prendre quelqu'un parce que c'est une femme, mais il s'agit de prendre quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui a les qualités qui vont bien. Donc il y a tout un travail à faire avant les études scientifiques, de façon à inciter tous, garçons et filles, parce qu'en fait le problème aujourd'hui, il est valable pour les garçons et pour les filles. Ma génération part à la retraite, c'est une génération assez nombreuse, il faut nous remplacer. Et il faut nous remplacer par tous ceux qui veulent bien. On a énormément de recrutement en ce moment parce qu'il y a ce qu'on appelle le baby boomers qui partent à la retraite, donc c'est assez important. Éventuellement, si vous voulez, j'ai un petit film de 4 minutes avant la présentation, si les techniciens, mais un petit film juste pour montrer ce qu'on fait à l'ESA, parce que certains le savent peut-être pas. J'ai choisi la version italienne. Istituita nel 1975, lavoriamo insieme ai nostri 22 Stati membri per spingere le frontiere della scienza e della tecnologia e per promuovere la crescita economica in Europa. Abbiamo uffici in 8 sedi in tutta Europa e una base presso lo spazioporto europeo nella Guyana francese, dove forniamo accesso indipendente allo spazio per missioni scientifiche e commerciali. L'esplorazione dello spazio è la più grande avventura dell'uomo, un'avventura in cui siamo coinvolti da oltre 40 anni. L'ESA ha la tecnologia e le competenze per mantenere l'Europa al centro della nuova era di esplorazione spaziale. Dall'orbita terrestre bassa lavoriamo per portare l'uomo di nuovo sulla Luna e successivamente su Marte. Espandendo le frontiere della conoscenza, aiutiamo a rispondere alle grandi domande sull'universo. Lo spazio ci fornisce incredibili opportunità di scoprire e sperimentare, producendo sorprendente nuova scienza.
Dai nostri vicini planetari a nuovi mondi, studiamo stelle, galassie e cerchiamo pianeti extrasolari. Oltre ad astronomia, scienza planetaria e astrofisica, gli scienziati dell'ESA studiano come coltivare cibo nello spazio, ricercano vita su Marte e lavorano per comprendere il nostro pianeta. Dallo spazio i satelliti osservano la Terra per monitorarne la salute. I nostri satelliti migliorano le previsioni meteo, osservano gli effetti a lungo termine del cambiamento climatico e contribuiscono con preziose conoscenze alle scienze della Terra. I satelliti Sentinel del programma europeo Copernicus forniscono informazioni vitali sull'ambiente che possono aiutarci a migliorare la vita quotidiana. I satelliti ci aiutano anche a capire dove ci troviamo e come arrivare alla destinazione scelta. Abbiamo sviluppato Galileo, il sistema europeo di navigazione satellitare globale. Con oltre 20 satelliti e una rete di stazioni di terra, Galileo fornisce informazioni precise sulla posizione a livello globale. I satelliti, inoltre, collegano il mondo, rendendo possibili molte delle tecnologie che usiamo ogni giorno, come la TV via satellite e l'accesso ad Internet. L'ESA è al centro delle comunicazioni satellitari europee. Sviluppiamo nuovi sistemi di telecomunicazione e alimentiamo l'innovazione europea, riunendo industria, scienza e tecnologia spaziale. Per ottenere tutto questo abbiamo bisogno di tecnologie pionieristiche che vadano oltre i limiti del possibile. I laboratori di prim'ordine dell'ESA trasformano la scienza in innovazione, sviluppando hardware e software da utilizzare nello spazio e sulla Terra. La tecnologia spaziale viene rigorosamente testata per garantire che possa resistere al duro ambiente dello spazio e al viaggio per arrivarci. Viaggiare nello spazio con affidabilità è il cuore della strategia dell'ESA per il trasporto spaziale. Lanciamo razzi che portano in orbita satelliti e aggiorniamo costantemente i disegni dei nostri lanciatori di prossima generazione, Ariane 6 e Vega C. Questi razzi e il veicolo riutilizzabile Space Rider garantiranno che l'Europa continui ad avere un accesso autonomo ed economicamente conveniente allo spazio. Una volta nello spazio, i controllori di missione gestiscono le missioni 24 ore su 24 per osservare il nostro pianeta, studiare l'universo ed esplorare il sistema solare. Abbiamo lanciato più di 80 missioni, inclusa Rosetta, che ha rilasciato file sulla cometa 67P, e Huygens, che ha atterrato sulla Luna di Saturno. Gestiamo una rete mondiale di stazioni di terra per tenerci in contatto con le missioni ovunque. L'ESA si impegna a rendere lo spazio più sicuro. I nostri team aiutano i satelliti ad evitare collisioni con detriti spaziali e stiamo sviluppando nuove tecniche per eliminare i satelliti in disuso. Costruiamo telescopi ad alta tecnologia per scansionare i cieli alla ricerca di asteroidi e missioni per monitorare il Sole. Con queste tecnologie possiamo fornire in anticipo l'allerta per potenziali impatti da asteroide o pericolose attività solari che potrebbero influenzare le infrastrutture a terra. Le varie attività dell'ESA fanno tutte parte di una chiara visione per l'Europa nello spazio. Lo spazio è il futuro e tramite l'ESA ne facciamo tutti parte. Questa è l'ESA. Voilà, en 4 minutes, les défis techniques et technologiques qui doivent être relevés par l'ESA et par les industriels qui travaillent avec nous. Alors moi j'ai pris une... Voilà. Oups. Trop vite. Donc ce que vous avez vu, on est pratiquement 6000, moitié personnel de l'ESA, moitié contractant, à travailler à plein temps sur ces programmes et avec un budget d'un peu plus de 7 milliards en 2023. 7 milliards d'euros, ça fait beaucoup, mais c'est que 12 à 13 euros par citoyen européen. Et vous avez vu l'ensemble des projets qui sont là, 22 États membres. On a besoin de tous les types de compétences scientifiques, techniques, technologiques, juridiques, administratives. On a à peu près tout sur place, mais la vraie question, c'est effectivement la partie scientifique. On travaille, vous avez pu le voir dans le film, sur tous les domaines du spatial, tous les types de technologies, avec des succès qui sont des succès mondiaux dans ces domaines-là. Et il faut assurer le succès des programmes futurs, la préparation des programmes futurs, et assurer qu'ils fonctionnent aussi, que les satellites qui sont en orbite fonctionnent. Là, c'est juste pour donner un exemple, mais qui a été illustré par
par le film. Au quotidien, on ne peut plus se passer du spatial. Il faut que ça marche. Aujourd'hui, s'il n'y a plus de satellites de positionnement, GPS, Galileo, vous ne pouvez plus retirer d'argent dans un distributeur bancaire. Parce que les signaux interbancaires, les horloges qui permettent de faire, de vérifier les horaires des banques, sont les signaux les plus précis au monde. Les signaux d'horloge sont ceux des satellites de positionnement. La météo, vous ne pouvez pas la voir sans les satellites, etc., etc. Et il y a des centaines d'exemples. J'ai fait des planches un peu différentes de celles d'Isabelle, bien que nous soyons toutes les deux des Isabelles, mais on a des modes de fonctionnement différents. Je vous ai listé un peu des éléments me concernant pour illustrer les choses. Alors il y a du texte, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour illustrer. D'abord, éducation. Quand j'étais jeune, je voulais devenir officier de marine. Histoire familiale, donc c'était pas hôtesse de l'air, c'était officier de marine. Malheureusement, à l'époque, j'ai quelques années plus que vous, l'école navale n'était pas ouverte aux filles. Et je ne me voyais pas être à terre à faire du secrétariat dans la marine. Donc, deuxième passion, j'ai vu en direct, ça vous donnera une idée de mon âge, l'homme sur la Lune. Vous faites le calcul. Le spatial, ma mère disait que c'est à cause de ça et depuis ça que j'avais envie de travailler dans le spatial et de devenir astronaute. Je n'ai pas réussi à devenir astronaute. J'ai posé ma candidature, je n'ai pas été retenue. Après tout, ce n'est pas plus grave parce que je n'aurais pas rencontré mon mari, je n'aurais pas eu mes enfants, j'aurais eu une autre vie, une autre chose. Donc j'ai fait ce choix de rentrer en classe préparatoire et de ne choisir que les écoles qui avaient une option spatiale. Quand on a une idée dans la tête, on la garde. Et je suis rentrée à Centrale Paris, vous avez un stand de Centrale Supélec à côté, puisque maintenant ça s'appelle Centrale Supélec. J'ai fait l'option Air Espace. J'ai fait mon stage de dernière année dans une société qui s'appelait Matra Espace, qui m'a embauché 15 jours après la fin du stage. Ça s'est passé comme ça. J'ai fait des formations continues, il faut continuer à se former, des formations au management et autres. Et une grande chance aussi que j'ai eue, j'ai pu suivre ce qu'on appelle l'Institut des hautes études de défense nationale. Ça peut vous donner une idée de me rapprocher un peu de la marine, n'est-ce pas ? J'ai suivi 2 sessions et j'ai encore des activités aujourd'hui liées à ça. Une de mes caractéristiques, je le mentionne après, c'est que je fais beaucoup d'autres choses que mon métier. Si vous additionnez les chiffres, vous aurez une idée de depuis combien d'années je travaille. Je ne vous ai pas fait le calcul, vous faites ça. J'ai commencé dans des postes techniques. Je suis ingénieur, j'ai commencé comme ingénieur. Je dis ça, mais ce n'est pas si évident parce que beaucoup de mes camarades ont commencé dans la finance, dans l'administration, dans d'autres choses. C'est dommage de faire des études d'ingénieur et de ne pas avoir un métier d'ingénieur, au moins au début. Ça permet de comprendre beaucoup d'autres choses après et c'est utile tout au long de la vie. Donc j'ai travaillé dans des métiers techniques, donc sur les satellites de télécommunication. J'étais responsable d'un petit boîtier, des accéléromètres de satellites de télécommunication. Vous ne savez peut-être pas encore ce que c'est qu'un accéléromètre. Bon, ça mesure les accélérations sur les différents axes du satellite pour l'aider à se maintenir à la bonne place. Après, je suis passée dans les problèmes microgravité, donc les expérimentations en orbite. Et puis, pour des raisons que j'expliquerai juste après, je suis passée à l'Agence spatiale européenne sur exactement le même poste, mais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre à des appels d'offres de l'ESA, c'est moi qui les écrivais sur les mêmes programmes. À l'époque, j'ai appris que ceux qui recrutaient s'étaient posé la question entre moi et un autre candidat. J'étais une jeune femme, mariée depuis 1 an. Est-ce qu'elle allait s'arrêter pour avoir des enfants? Est-ce qu'on prenait le risque de l'embaucher? Malgré ce risque-là, ils ont pris ce risque-là. Alors qui s'est avéré un vrai risque, parce que j'ai eu des enfants après, mais ils ont fait ce choix-là à l'époque. Après, je suis passée sur le programme de station spatiale qui s'appelle ISS aujourd'hui, mais qui à l'époque n'avait pas de nom. C'était en conception. On était en train de concevoir la station, concevoir les choses. Et puis, je suis passée, parce que, ça aussi, ça va venir après, mais je vous expliquerai après pourquoi, je suis passée au budget. Vous me direz, science, budget. Ben, au final, comme on aime les chiffres, c'est le chef du budget qui avait besoin de quelqu'un. On m'a proposé, il s'est dit, une ingénieure pour travailler sur établir les budgets. Si j'ai personne d'autre, je la prends, mais franchement,
Et puis comme j'ai regardé un peu les documents, je me suis plongée dedans, j'ai trouvé des erreurs dans des documents publiés. Alors que la personne qui partait à la retraite était réputée comme étant celle qui ne faisait jamais d'erreur. Tous les calculs à la main sur des feuilles de papier, là. Aucun calcul en machine, rien. Et j'ai trouvé des erreurs. À ce moment-là, le chef, il s'est dit, bon, finalement, peut-être qu'une ingénieure, ça peut faire l'affaire. Après, je suis passée sur les projets éducatifs, donc j'ai développé un certain nombre d'outils pour les enseignants, pour le primaire et pour le secondaire, autour du spatial. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de passer en management d'équipe sur les finances, donc revenu un peu là-dessus. Et puis un certain nombre de choses au fil d'un certain nombre d'événements, certains choisis, certains subis. Et en rebondissant à chaque fois. Et chaque fois en bâtissant sur ce qu'il y avait avant. Donc après, je suis passée à la préparation du futur. J'étais en charge de toutes les études dites de phase A, toutes les études préliminaires de tous les programmes de l'ESA, des concepts avancés, donc l'équipe de postdoctorants et d'ingénieurs qui travaillaient sur des concepts encore trop avancés pour être dans les programmes spatiaux. Alors je faisais le management, c'est pas moi qui faisais la technique derrière, mais les encadrer. Je suis repartie un peu dans les finances, et puis après je suis passée dans les questions stratégiques, développer un certain nombre d'activités autour du spatial au service des grands défis terrestres. L'énergie, le maritime, l'Arctique, le développement durable, et comment est-ce qu'on peut mieux utiliser les programmes spatiaux au service de ça. Et ça me sert toujours aujourd'hui dans ce que je fais aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai commencé à bâtir il y a quelques années et que j'ai poursuivi. Et donc, depuis 1 an, je n'ai plus de management d'équipe. J'arrive vers la fin de ma carrière. Je suis à la retraite officielle dans 1 an. Après, il y en a déjà qui m'ont dit qu'ils m'embaucheraient bien comme consultante ou contractante pour continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, on verra. Et je développe une nouvelle initiative que je vais vous mentionner à la fin parce que ça peut vous intéresser. Ça peut vous intéresser, vous les jeunes. Le spatial, ce qui est passionnant, en plus de faire rêver et tout, c'est que c'est utile à tout le monde sur Terre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de travailler dans le secteur spatial pour l'utiliser, pour en bénéficier, pour construire des choses nouvelles. Alors, 2 plans sur mes choix de carrière. D'abord en tant que femme, parce qu'il y a des choses qui sont liées à ma condition de femme. Je n'ai pas rencontré personnellement de problème visible. Ça ne veut pas dire que j'ai pu progresser de la même manière que les hommes, parce que j'ai eu des arrêts liés à des congés de maternité avec congés pathologiques. Donc au lieu de m'arrêter 4 mois, j'ai dû m'arrêter 7-8 mois à chaque fois. Donc forcément, les promotions, dans certains cas, elle n'est pas donnée quand on revient de congé de maternité, à l'époque. Mais j'ai quand même pu progresser, j'ai fait des choses qui m'intéressaient. Et ce qui s'est toujours avéré, ce qui est important, c'est de se dire que c'est la diversité qui est importante. C'est-à-dire que c'est hommes-femmes, mais aussi les âges, les expériences, les éducations, les choses, et que ça apporte une richesse. Si on prend, ça m'est arrivé d'être dans des réunions où il n'y avait que des hommes, plus moi. Bon, d'abord, on se fait repérer très vite, parce qu'on est la seule femme dans la réunion, donc 30 hommes, ils vous repèrent tout de suite. Ils vous reconnaissent dans les couloirs après. Moi, j'ai des problèmes à reconnaître les gens, donc je reconnais ces personnes dans les couloirs. Mais les discussions sont différentes. Les approches des problèmes sont différentes. Et ce qu'il faut, c'est un équilibre. Ce n'est pas partir dans l'excès inverse avec que des femmes. C'est avoir un équilibre d'expérience, équilibre de choses. Ça apporte des choses, on raisonne de manière différente, on aborde les problèmes de manière différente. Voilà, donc c'est extrêmement riche. J'ai fait ce choix avec mon mari, parce qu'on était quand même 2, d'avoir des enfants et de continuer à travailler. Ça a été un choix, je ne me suis jamais arrêtée plus que ce qui était obligatoire. Et j'ai tendance à dire, je l'écris, c'est pas une plaisanterie. Quand on est enceinte, on sait quand on va s'arrêter, même pathologiquement. Quelqu'un qui tombe malade, c'est pas prévu. Il y a moins de problèmes à avoir une femme en congé maternité qu'un homme ou une femme qui part en congé maladie non prévu, pour une durée non prévue. Donc c'est quelque chose qui, quand le management est à l'écoute, ça se gère. C'est surtout pas, vous ne devez surtout pas vous dire, si je choisis de travailler, je lâche d'autres choses. Il faut définir des priorités, mais il ne faut surtout pas se bloquer sur ce genre de sujet. Aussi important pour moi, ne pas culpabiliser vis-à-vis des enfants. Parce que les enfants, c'est très facile. Ah oui, mais si tu restais à la maison, maman, et pourquoi tu t'en vas, et pourquoi tu pars en mission, et pourquoi tu n'es pas là? Ils le disent moins au père.
Voilà. C'est comme ça, c'est un choix. Vis-à-vis des enfants, c'est un choix. Ça permet de ramener de l'argent à la maison qui permet de leur payer des cadeaux, des vacances, des choses comme ça. Dans certains cas, c'est un travail obligé, c'est-à-dire que pour vivre, on est obligé de travailler. Mais dans le cas où c'est choisi, voilà, c'est comme ça. Et il ne faut surtout pas culpabiliser ou faire sentir aux enfants que, bon, vous n'en êtes pas encore là, hein, les jeunes, là, mais c'est quelque chose qui doit maturer dans votre tête. Il ne faut pas, vis-à-vis des enfants, leur donner l'impression que vous n'êtes pas heureux d'aller travailler. Parce qu'évidemment, sinon, ils en jouent là-dessus. Et j'avais trouvé un truc, j'ai 2 garçons, une fille. Et ma fille, pendant un moment, elle était malheureuse quand je partais en mission, elle faisait une crise et tout. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une idée, je lui ai dit, écoute, si j'ai le temps et que je trouve, je te ramène une boule à neige. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là. Mais je lui ai dit, je ne te garantis pas, j'aurai peut-être pas le temps. Je lui ai ramené une boule à neige, mais je ne l'ai pas fait systématiquement. Et de ce jour-là, elle ne m'a plus jamais reproché de partir en mission, même quand je ne lui avais rien ramené la fois précédente. Parce que c'était un signe, un symbole que j'avais pensé à elle. Pendant que je n'étais pas là, je l'ai analysé comme ça. Donc il ne suffit de pas grand-chose pour aider à ce que les choses se passent bien. Je ne dis pas que c'était facile tous les jours, hein, c'est quand même compliqué. Donc être positif vis-à-vis du travail. Bon, les chefs, hein, ça s'arrange parce que les choses évoluent, les mentalités évoluent. Il y en a qui sont plus ou moins compréhensifs. Bon, voilà. C'est vrai que je travaille vite, je ne dors pas beaucoup, donc j'ai tendance à délivrer, à travailler plus vite que d'autres, donc ça aide à faire passer des absences ou d'autres choses. Mais c'est comme ça, c'est un choix de vie. Et ouais, ça me fait penser à un truc aussi. Ceux qui considèrent que les mères de famille ne devraient pas travailler ou que les femmes ne devraient pas avoir d'enfants, heureusement que leur mère n'a pas eu la même idée. Sinon, ils n'auraient pas été là. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et ce qui est important, c'est que vos choix, vous arriviez à avoir vos choix. Bon, partage des tâches familiales. Mon mari n'a pas été très bien élevé par ses parents. C'est-à-dire qu'on s'assurait que quand l'un partait en mission, l'autre était là, ou qu'il y avait mes parents qui étaient en région parisienne qui pouvaient garder les enfants. Il n'a été à aucun rendez-vous médical, aucune réunion parents-professeurs. Parce que je faisais ça tellement mieux, et il était tellement peu disponible, que c'est moi qui ai fait. Bon, voilà, c'est comme ça. Les choses changent. Mon fils aîné qui est marié, qui a 2 enfants, il se partage les choses, les choses évoluent, et puis, bon, voilà. C'est comme ça. Bon, il a d'autres qualités, on est toujours mariés, donc c'est qu'il a d'autres qualités. Alors, mes choix de carrière valables pour tous, parce que c'est aussi ça, j'ai réfléchi à ça en préparant pour aujourd'hui. Il faut définir ses priorités, personnelles et professionnelles. C'est un peu... Et les priorités, elles vont varier au fil du temps, parce que votre situation va changer, parce qu'il va y avoir des occasions, opportunités de travail ou autre chose, opportunités familiales, enfants ou pas d'enfants, des problèmes de santé, des problèmes de choses. Donc, il faut définir vos priorités, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas tout faire. Voilà, j'ai abandonné l'idée d'être astronaute. Bon, voilà, j'ai fait d'autres choses. Donc ça, c'est important. Il y a effectivement une organisation à mettre en place, et je l'ai mis dans le chapitre valable pour tous, parce que les 2 parents, quand il y a un couple, si c'est un parent isolé, dès le début ou suite de l'histoire, c'est autre chose. Il y a aussi une organisation, mais qui est moins partagée que quand il y a deux parents, que ce soit 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme. Je veux dire, c'est pas la question, mais c'est une question d'organisation. Il y a une organisation à mettre en place, ça impose des contraintes. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais c'est comme ça, il ne faut pas le regretter. Jamais regretter d'avoir décidé d'avoir une famille et des enfants. Le choix qu'on a fait tous les 2, c'est de rester en région parisienne. Parce qu'en France, il y a quand même beaucoup plus d'occasions de travail dans mon métier et dans celui de mon mari qui est haut fonctionnaire, en région parisienne. On s'est dit, si l'un de nous 2 accepte un poste ailleurs, l'autre pourra peut-être suivre, mais ça ne sera pas forcément durable, et il y en a un des 2 qui risque d'avoir à arrêter de travailler. Donc on a fait ce choix conscient. Moi, j'ai refusé des postes, certains de mes postes qui étaient déplacés à l'étranger, aux Pays-Bas. Lui, il aurait pu à un moment aller aux États-Unis, etc. On a fait ce choix de rester en région parisienne.
Donc ça veut dire un impact qu'on ne peut pas anticiper au début, parce qu'on ne sait pas quelles seront les occasions, on ne sait pas ce qu'on a raté ou pas raté, mais voilà, c'est un choix qui a été fait, qu'on a respecté. Le corollaire, en tout cas pour moi, pas de mobilité géographique, mais une mobilité intellectuelle assez importante. Vous avez vu dans mes postes passer du technique au budget, ce n'était pas forcément ce que je recherchais au début, mais c'est parce que mon poste partait aux Pays-Bas. Donc j'ai cherché autre chose. À d'autres moments, il y a eu des réorganisations avec mon poste qui disparaissait. J'ai cherché autre chose, on m'a proposé autre chose, dans un domaine différent. Et du coup, pour moi, ce n'était pas de garantie de pouvoir rester à l'ESA, parce que s'il n'y a pas de poste, je veux dire, personne ne me garantissait que j'avais un emploi à vie là où j'étais. Encore une fois, c'était un choix. Donc les changements de poste subis, au final, mais je l'ai vu qu'au final, il faut que je prenne un peu d'eau. Au final, ils ont été bénéfiques. J'ai eu des périodes difficiles quand c'était des changements imposés, forcés, non souhaités. J'aurais bien continué. Je veux bien un peu d'aide là-dessus, parce qu'avec le micro d'une main et les deux mains. Mais au final, je me suis aperçue... Ah, mais c'est la bouteille qui... Au final, je me suis aperçue que ça a été bénéfique systématiquement, d'une certaine manière. Il y a un cas de figure, ça m'a permis d'acquérir d'autres compétences qui me servent encore aujourd'hui, mes compétences sur le budget. Ça me sert encore aujourd'hui pour pour comprendre comment ça fonctionne et éviter qu'on me raconte des histoires sur ce qui peut être financé ou ne peut pas être financé, ou comment ça fonctionne. C'est idiot, mais ça aide. Ça aide à bâtir une connaissance globale et pas à rester dans son domaine. Il y a des gens qui préfèrent rester experts. Moi, ce n'est pas forcément le cas. Il y a eu des changements, c'est ça qui m'a permis de devenir chef d'équipe, parce que ça a été un moment où il y a eu cette possibilité-là. D'autres moments où ça m'a permis de créer un poste, c'est-à-dire d'aller négocier avec un directeur pour qu'il crée un poste pour moi sur un sujet qui m'intéressait, parce que j'étais assez connue dans la maison et assez appréciée pour que les gens aient envie de travailler avec moi. Donc, par contre, c'est quand même des périodes où je n'ai pas déprimé, mais... quand on vous dit tu as très bien fait, là ça s'est très bien passé, mais bon, ta division est supprimée. On te propose un poste au 3e sous-sol, super intéressant pour toi. Bon, j'ai refusé le poste au 3e sous-sol et je suis allée voir quelqu'un d'autre pour avoir quelque chose de plus intéressant. La période n'a pas été simple. Voilà, bon. Très important pour tous, ne pas regretter ses choix. Vous êtes obligé de choisir, vous choisissez tous les jours. Et même si vous ne choisissez pas, c'est un choix. Le fait de ne pas prendre de décision, c'est une décision. Il ne faut pas le regretter, vous ne pouvez pas, ce n'est pas comme dans les films, on ne peut pas revivre sa journée. Le jour de la marmotte, là, c'est ça. On ne peut pas revivre sa journée tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois. Il faut faire des choix, essayer d'avoir des éléments qui vous permettent de les faire, et après, il faut les utiliser, en profiter. Bon, ça, c'est comme ça, en tout cas, c'est ce que je vois moi. Des chances saisies. Rentrer à l'ESA, là où j'étais dans l'industrie, le poste partait à Toulouse. J'étais mariée depuis 1 an, on se trouvait dans la situation, on a décidé de rester en région parisienne. Et il se trouve qu'à l'époque, il y avait des petites annonces dans les journaux sur le poste et que mes parents ont repéré dans le journal qui disait une petite annonce pour rentrer à l'ESA. J'avais fait un stage à l'ESA précédemment et le directeur à l'époque m'avait dit « Travaille d'abord dans l'industrie » pour savoir ce que c'est avant de venir à l'ESA. Ben voilà, c'est ce que j'ai fait. Ça s'est trouvé comme ça. Passer du technique au budget, tout ce qui est mobilité intellectuelle, ça aussi c'est une chance que j'ai saisie. Faire créer un poste, je l'ai mentionné. L'IHEDN, alors c'est un institut que peu de gens connaissent. Je le connaissais parce que mon père avait suivi l'IHEDN quelques dizaines d'années avant moi. Et en plus d'être quelque chose de passionnant, il y a aussi des IHEDN jeunes. Il y a des sessions pour les jeunes. Vous êtes encore un peu jeunes pour certains, mais c'est que du coup, j'ai déposé un dossier pour rentrer dans la marine. Et je suis capitaine de vaisseau dans la réserve de la marine maintenant. Donc je n'ai pas pu rentrer à l'école navale, mais j'ai pu renouer avec ce rêve après. Depuis 2009, je suis dans la réserve citoyenne de la marine, je porte l'uniforme de temps en temps, et je suis au service de la marine pour expertise, pour etc. C'est bénévole, hein, je vous rassure, mais c'est histoire familiale. Bon, j'ai
grand-père et arrière-grand-père qui étaient officiers de marine, c'est ça qui m'avait servi. Et puis, pour en revenir à un des sujets d'aujourd'hui, qui est la technique, enfin ingénieur, scientifique et tout, j'ai jamais oublié ce que j'ai appris à l'école d'ingénieur. C'est utile pour comprendre les métiers des autres, appréhender les sujets. C'est un mode de réflexion, c'est un mode de compréhension. Ça apporte de la valeur ajoutée dans les postes non techniques. Parce qu'un poste non technique, un poste budgétaire, c'est bien pour développer des programmes techniques. Si vous ne comprenez que les chiffres, vous n'êtes pas capable de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, c'est quelque chose qui, même quand on en sort, au sens où ne plus faire un métier technique, est toujours utile. C'est une formation formidable. Il y a un choix d'école, il y a un choix pour tous les niveaux, tous les domaines, vous en avez quelques-uns ici là-dessus, et il y en a d'autres. Et juste pour finir, ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille sur un truc qu'on appelle des accélérateurs. Ce n'est pas un accélérateur de start-up. C'est comment accélérer l'utilisation du spatial. Je vous ai dit au début que le spatial était utile partout. Il y a tout un tas de satellites qui existent, d'applications, de services, mais qui ne se parlent pas entre eux. L'accélération de l'utilisation du spatial, c'est partir de 3 défis majeurs. Le changement climatique, la gestion des crises, inondations, feux de forêt, crise migratoire, tremblements de terre, et la protection de l'infrastructure spatiale contre les débris et la météo solaire. Si on ne travaille pas mieux sur ces domaines-là, on n'arrivera pas à optimiser le service qu'on peut rendre à la société. Et donc on travaille sur la mise en réseau de tous ceux qui veulent bien travailler ensemble. Moi, c'est plus particulièrement sur la gestion des crises, lien avec aussi la marine, les questions militaires ou autres. C'est de se dire, si on prend les satellites d'observation de la Terre, nationaux, européens, publics, privés, les satellites de télécommunication, les systèmes de positionnement, les drones, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, et qu'on les fait tous se parler ensemble en interopérabilité, on va rendre des services aux gestionnaires de crise, que ce soit le pompier, le centre de protection civile, le garde-côte, le maire d'une ville, on va leur rendre des services qui ne sont pas rendus aujourd'hui, qui vont permettre de réduire l'impact des crises, réduire l'impact humain, réduire le coût, prévenir certaines crises, limiter les choses, avec des choses qui existent. Et ce qui n'existe pas, on proposera de le développer. On fait la même chose sur le changement climatique et la décarbonation. Améliorer tout ce qui est connaissance de l'évolution du climat, les variables climatiques, la moitié ne se mesure que par les satellites, les variables climatiques. Mettre tout ça en réseau, utiliser les données, les analyser, aider à la décarbonation du secteur des transports, de la mobilité, et puis les débris, éviter que les satellites soient cassés et qu'on puisse plus les utiliser. Donc ça, ce sont des grands défis d'aujourd'hui sur lesquels on travaille, et ceux qui veulent, je suis là jusqu'à 18h, après je repars à Paris. Si ceux qui veulent en discuter après, je suis disponible. Voilà. Grazie Isabelle, un intervento molto pragmatico che penso possa essere. Merci Isabelle, une intervention très pragmatique qui a, je crois, été très utile. Donc, comprendre les valeurs, faire ses choix, des choix, mais rester ouvert aux possibilités qui peuvent se trouver face à nous à n'importe quel moment de notre vie. Isabelle ici a également mentionné l'importance pour le travail de faire les bonnes études, les études scientifiques. C'est très important. Vous êtes, à l'heure actuelle, vous êtes à l'âge où vous êtes amené à faire des choix qui vont se répercuter sur tout votre avenir du travail ou autre. Et le salon auquel vous allez accéder plus tard est un pas dans cette direction pour comprendre mieux et plus précisément de quoi vous aimeriez vous occuper. Nous avons une vidéo avec Barbara, une vidéo pour explorer un certain nombre de possibilités liées à un certain nombre de thèmes fondamentaux.
Vous l'avez fait comme Edison. Le micro, voilà. Je vais le montrer maintenant. C'est une vidéo qui, en réalité, ne fait que synthétiser un peu un thème qui nous concerne tous, donc le défi du changement climatique. Nous allons donc voir cette vidéo. Ce que nous voulons dire sur l'ouverture des études scientifiques, comme on l'a dit, est quelque chose. Aujourd'hui, c'est très opportun de faire ce genre d'études, mais il est vrai tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Moi, je n'ai pas passé assez de temps peut-être à vous parler de mon histoire personnelle, mais bien sûr, le fait de seconder, de mettre en valeur ces points forts, de suivre ses intérêts personnels, donc, et de se fixer des objectifs qui soient un peu des challenges, des défis, est important. Bien sûr, d'un point de vue personnel, cela s'est passé ainsi pour moi. Moi, je me suis occupée de choses qui m'intéressaient tout particulièrement par rapport aux expériences précédentes. Moi, j'ai un diplôme en économie qui m'a permis tout au début de m'occuper de thèmes liés aux aspects plus strictement de la finance, qui ensuite ont évolué sur les thèmes des ressources humaines, du capital humain, du leadership stratégique, du change management et plus récemment des thèmes liés au développement durable. Vous avez parlé tout à l'heure de l'agenda 2030, ces thèmes-là. Alors, le fil rouge a toujours été l'idée de défendre un changement pour moi et pour le monde du travail, pour le monde qui m'entourait, pour faire en sorte à ce qu'une femme ou un homme au sein d'une structure déjà existante, comme dans mon cas, doit parvenir à influencer les choix ou les parcours stratégiques des autres dans une direction qu'il estime être bonne pour l'avenir. Aujourd'hui, presque toutes les organisations se trouvent dans la position de faire des bons choix pour l'avenir sur les thèmes du changement climatique. Alors, nous pouvons peut-être voir ensemble cette vidéo et ensuite je vais faire un court commentaire.
Voici donc une rencontre que nous avons tenue récemment avec des jeunes à Milan. L'idée étant justement de discuter à quel point une organisation privée, du secteur privé, peut contribuer à résoudre des problèmes très grands, comme par exemple le changement climatique, comme vous l'avez vu. Ce que nous avons pris en compte dans ces cas, c'est qu'une entreprise qui se compose de beaucoup de personnes et qui joue un rôle dans des secteurs particulièrement qui contribuent beaucoup au problème du changement climatique, comme le secteur de l'énergie, a une grande responsabilité. La responsabilité, le contexte de référence. Toutefois, cette entreprise est faite de personnes qui peuvent contribuer à trouver des solutions. On a parlé beaucoup de technologie, d'intelligence artificielle, du numérique, des technologies plus dures comme l'ingénierie, la mathématique, la physique, les sciences, qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, selon les experts, doivent encore configurer une série de solutions pour réussir à atteindre les objectifs que nous avons vus. Donc le défi est très, très important, très grand. On est en train de travailler beaucoup dans mon entreprise et des zones. Nous travaillons beaucoup d'arrache-pied sur les énergies renouvelables. Nous avons décidé de quitter l'extraction et la production d'hydrocarbures. Nous avons décidé de faire une transition énergétique en pensant aux renouvelables. Vous savez qu'en Italie, on ne peut pas encore produire de l'énergie nucléaire. En France, il est possible de le faire. Nous avons l'idée que dans l'idée de décarbonation, cela pourrait devenir important pour l'Italie aussi. Et puis, imaginez toute une série de solutions qui concernent les utilisations finales, les clients. Nous-mêmes, nous pouvons, par exemple, décider de consommer moins ou mieux, d'utiliser des transports électriques, des systèmes de chauffage ou pour la cuisson différents. Et les entreprises peuvent trouver des modèles d'activité, des business models pouvant être basés non plus sur le charbon et les combustibles fossiles pour les processus de production, le métal, le papier, le ciment, qui sont très énergivores, mais d'investir sur l'innovation, la technologie, afin de trouver des solutions alternatives. Aujourd'hui, le monde clean tech pour le changement climatique est un monde très important. Il y a beaucoup de contextes privé-public et souvent le partenariat privé-public est très important. Puis il y a des fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, par exemple, de Bill Gates, qui est très actif dans ce secteur. Parce que c'est sur ces aspects que doivent se concentrer non seulement les flux financiers de ressources, mais également l'intelligence, les ressources humaines. Et là, c'est ma vieille passion. Dans ce sens, il est très important que cet effort, comme on l'a dit, puisse être secondé, aidé par un capital humain suffisant en mesure de le réaliser, car un des plus grands obstacles pour l'avenir ne sera pas seulement le manque de ressources financières, mais le manque de compétences. Et nous estimons qu'il est important que toutes les professions, toutes les études qui vont dans le sens de permettre de trouver ces solutions doivent être choisies par un nombre croissant de jeunes, de personnes. Bien sûr, toujours en respectant le libre choix et naturellement en acceptant que chaque choix est bon. Si on le fait sur la base d'une attitude personnelle, aujourd'hui, la biologie et l'agronomie sont importantes. Il y a toute une série de sciences biologiques qui
offre un très vaste éventail de choix qui également peuvent contribuer à trouver de nouvelles solutions pour lutter contre les changements climatiques. Les nouvelles renouvelables qui vont être implantés dans les différents territoires doivent ne serait-ce ignorer des processus sociaux qui doivent les accompagner pour préparer à une bonne acceptation donc de la part des citoyens. Par rapport au thème des femmes et du genre, le message que je voudrais vous passer est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de métiers qui vont décider de l'avenir, un peu, qui changeront la donne pour l'avenir, pour ces grands défis. Et ce serait bien dommage si les femmes ne prenaient pas un peu la relève et n'arrivaient pas à participer activement dans ces secteurs pour avoir une influence sur le monde de demain. Car si on continue à avoir une présence faible de femmes dans les technologies fortes, l'intelligence artificielle, le numérique, on ne pourra pas construire le monde de demain dans lequel les femmes, leurs enfants, leurs filles vont vivre, leurs petits-enfants. Donc, c'est un thème de participation, non seulement au marché du travail, comme on a cité tout à l'heure. L'Italie, malheureusement, est un peu en retard par rapport au reste de l'Europe. Il est important que les emplois soient des emplois de qualité, pouvant répondre aux attentes, aux ambitions des jeunes, et que les droits, les rétributions, bien sûr, soient égales, soient équitables. L'écart homme-femme et l'écart salarial doit être bien sûr éliminé. Merci. Merci. Je pense qu'il faut peut-être maintenant donner la parole aux étudiants. Nous savons que quelques-uns d'entre eux avaient préparé des questions qu'ils voudraient peut-être adresser à nos intervenantes, à nos conférencières. Une chose qu'il faut surtout que vous gardiez toujours en tête, tous et toutes, ne pas s'interdire quelque chose, une filière, un métier, en pensant que ce n'est pas pour soi. C'est valable pour tout le monde. Il y a des métiers qui sont réputés masculins, des métiers qui sont réputés féminins. Ce n'est pas la question. La question, c'est de trouver ce que vous avez envie de faire, de vous en donner les moyens, et ne vous limitez pas par une idée, une impression, quelque chose. Allez vous renseigner, allez rencontrer les gens, chercher les informations. C'est important. Il n'y a rien qui est interdit. Aujourd'hui, il y a des métiers féminins, les hommes s'y sont aussi essayés, des métiers dits masculins, juste pour donner un des plus récents. Les femmes maintenant peuvent travailler dans les sous-marins, dans la marine française. Il y a quelques années, mon grand-père était sous-marinier. Déjà, il n'aurait jamais imaginé que sa petite fille porte l'uniforme d'officier de marine, mais il n'aurait jamais imaginé qu'il pourrait y avoir des femmes dans les sous-marins. Voilà, c'est juste une question d'époque. Là, c'est un exemple, parce que c'est un exemple un peu plus marquant que d'autres, mais c'est vraiment quelque chose, et encore une fois, c'est valable pour tous et toutes. C'est ce que vous avez envie de faire, si vous avez envie de le faire, si vous en donnez les moyens. Ça ne sera pas forcément facile tous les jours, vous aurez peut-être des obstacles, mais il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Et tous les métiers aujourd'hui, et on parle de développement durable, nous on en parle, Barbara aussi, etc., il y a énormément de possibilités dans ces métiers-là pour donner du sens. On sait que les jeunes aujourd'hui ont envie de donner du sens. C'est pas que nous, on ne voulait pas en donner, hein, c'est juste qu'ils l'expriment, vous l'exprimez un peu plus. Donner du sens à ce que vous faites, c'est pas en disant « je ne veux pas travailler là » parce qu'ils se comportent mal. C'est en allant y travailler pour les aider à changer, aider à évoluer.
les choses se font, les choses évoluent. Des choses qu'on faisait il y a 10 ans, 20 ans, on ne les fait plus maintenant. Des métiers de demain, ils n'existent pas encore. Donc c'est aussi important de faire ce qu'on a envie de faire et d'apprendre, d'être prêt à changer, prêt à évoluer. Moi, j'ai décidé de rester dans la même société, dans la même agence. Il y en a d'autres, ils changent de société en gardant le même métier. Il y en a d'autres, ils vont voir ailleurs. C'est pas ça qui est important. C'est important, c'est de comprendre ce que vous voulez faire, de trouver quelque chose qui vous intéresse, d'y être heureux, de bâtir quelque chose. Et vous avez toutes vos chances. Il n'est pas trop tard pour y penser. Très bien, très bien. Je pense que ces paroles sont les plus appropriées. Chaque femme de notre âge ne peut que partager ces paroles. On va les confier à ceux et celles qui vont les mettre en œuvre. Chers amis, si vous n'avez pas de questions, permettez-moi de remercier l'ambassade de France en Italie qui nous a accueillis, les intervenantes, les conférencières qui vous ont expliqué, raconté leur passé, leur futur. Elles ont peut-être éclairé votre présent et votre futur. Je travaille avec un prix Nobel, Giorgio Parisi. Et de temps en temps, le professeur Parisi, quand il rencontre des jeunes, il prononce une phrase que je vais vous livrer. Ne soyez pas timide avec les beaux rêves. Et ceci est vrai surtout pour les jeunes filles. Je le dis aussi à ma fille qui est assise ici et qui va faire le bac cette année. Ne soyez pas timide quand il s'agit de vos rêves. Bonne continuation, le salon vous attend.